Bonjour Sarah El Haïry. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Exactement. Auparavant, vous avez été élu MoDem en Loire-Atlantique. Vous étiez ce week-end au campus de La République En Marche à Avignon. Vous avez qualifié Éric Zemmour de champignon vénéneux. Éric Dupond-Moretti, hier sur BFM, a dit qu'il était un raciste, un négationniste. Quelle est la meilleure façon de répondre aux presque candidats qui continuent de grimper dans les sondages? Vous savez, c'est un polémiste. C'est un polémiste qui a été plusieurs fois condamné, qui tient des propos immondes. Oui, des propos racistes, des propos sexistes, des propos qui, oui, mettent en colère. Mettent en colère parce qu'ils fracturent notre pays. Et comment on y répond? Eh bien, on y répond en faisant l'unité, en montrant à quel point ces propos sont pas fondés, à quel point ils tordent l'histoire, et à quel point, oui, ils jouent sur les haines, ils jouent sur les peurs. Et malgré les sondages, parce que c'est ça, malgré les sondages, malgré le fait de se draper dans l'habit du non-candidat, avec toute la pudeur de « peut-être je le serai parce que je suis appelé à », quand on choisit le chef de l'État, quand on choisit un président de la République, c'est une personne qui pas guide. la bonne tactique pour lui, puisque effectivement, même non candidat, les sondages continuent de grimper. Vous savez, je pense que quand on a envie d'engager son pays, d'en être le chef, d'être le premier entrepreneur, de protéger les plus fragiles, il ne faut peut-être pas avoir ses pudeurs. Il faut peut-être assumer sa pensée, assumer sa volonté. Pourquoi il continue à jouer? C'est finalement le sujet. Moi, ce que je vois, c'est un peut-être futur candidat, certainement un futur candidat, mais qui aujourd'hui est encore en train de faire une tournée pour son livre et à allumer les peurs, les craintes et à fracasser l'unité de notre pays. Ce week-end, il a été aussi beaucoup question de la maison commune que veut François Bayrou. La République En Marche est moins enthousiaste. Vous défendez cette idée et jusqu'à quel point? Vous savez, moi, on a été à Guidel, l'université de rentrée du MoDem. J'ai été à Avignon. J'ai été aux journées parlementaires de La République En Marche, aux journées parlementaires du MoDem. Ce que je vois, c'est qu'une majorité, une très large majorité de ses membres ont envie qu'on puisse se retrouver dans cette maison commune, sous un format particulier. Alors François Bayrou parle de coopérative. Je la défendrai jusqu'au bout, parce que je crois fondamentalement, et même intimement, que c'est une nécessité pour notre démocratie, alors même que le Parti socialiste est en train de mourir, il est en train d'agoniser, quand son propre candidat refuse de débattre avec son ancien camarade, qui finalement finit par se présenter lui-même. Je parle évidemment de Anne Hidalgo et de M. Le Foll. De l'autre côté, à droite, ils font voter des militants. Donc, et ils ne respectent pas. Il y a peut-être un caillou dans la chaussure. Édouard Philippe? Absolument pas. Édouard Philippe était notre Premier ministre, ça a été le mien. Ça a été mon Premier ministre en tant que parlementaire. Aujourd'hui, il est porteur du bilan avec nous. C'est une personnalité politique qui compte dans notre pays et qui a vocation, évidemment, à porter le projet du président de la République. Il l'a dit lui-même. Donc, il n'y a pas de cailloux. Il y a au contraire des énergies et des organisations différentes. Ce mouvement au Havre ce week-end. Une délégation, c'est une réponse à cette initiative? Bon, pourquoi pas? Vous savez, on a passé quasiment 4 week-ends d'affilée pour cette rentrée politique où, alors même que dans notre pays, les partis politiques sont en train d'exploser, et c'est ce qui fait énormément de mal au vote, à la confiance, à tout ce qui fait que les gens ont envie d'aller voter, s'exprimer. Alors même qu'il se passe la fragmentation des deux côtés de l'échiquier politique, à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême, nous, on se rassemble. Et oui, une délégation, c'est aussi pas de menace à terme d'Édouard Philippe. Mais non. Édouard Philippe a été hyper clair sur le soutien du président de la République, sur une énorme chaîne télé. Après, plus critique sur les questions économiques. Mais heureusement! Heureusement qu'on a le droit de penser. Quand on se fait confiance, vous savez, c'est comme quand on est vraiment copains, on dit les choses. Quand on n'arrive pas à se dire les choses, ça veut dire que l'amitié, la loyauté ou la fidélité, elle est peut-être que de pacotille, ou c'est du vernis qui craque, c'est pas notre cas. Alors, le revenu d'engagement, on va se dire les choses aussi, il est dans l'air depuis juillet, vous y êtes favorable. Sous quelle forme? J'y suis totalement favorable. Le nom n'est pas encore totalement défini. L'objectif, il est simple. Permettre aux 1 million de jeunes qui sont sans emploi, sans formation, de trouver le chemin, les réponses sociales pour qu'ils puissent travailler, trouver leur Alors qu'il y a entrée. 350 000 emplois qui ne trouvent pas preneur. Et vous savez donc c'est ça, c'est le chemin, la passerelle. C'est exactement ça. La passerelle, le chemin, le booster. Je vais vous donner un exemple très concret et très court. Quand vous avez un jeune
qui a envie de travailler dans un CFA, mais qui n'a pas le permis, qui a des problèmes dans sa famille et qui finalement, parfois, 1 jour, 2 jours par semaine, dort dehors. Ce gamin, cet enfant, il mérite notre aide. Il la mérite à ce moment-là. Pour l'aider à avoir son permis d'abord, son premier véhicule, son logement, ce qui lui permettra évidemment de trouver et d'aller dans cet emploi et finalement s'élever, s'émanciper. C'est ça le projet. On en parle effectivement beaucoup depuis des mois. Il va vraiment voir le jour? Sous quelle forme? Vous savez, les dernières organisations, c'est de la technique, c'est de l'organisation technique. Il y a des oppositions au sein même du gouvernement. Bruno Le Maire n'est pas d'accord avec Elisabeth Borne. Non, aujourd'hui, le projet, il a été posé par le président lui-même. Le cap, il est clair. Aujourd'hui, on ne laisse pas 1 million de jeunes dans notre pays sans solution, sans emploi, sans formation. C'est les assigner leur vie et surtout hypothéquer leur avenir. Hypothéquer leur avenir à eux, c'est hypothéquer le nôtre. On est sur le constat, on a bien compris. Sous quelle forme, quand? Alors, quand on est en train de le faire, de toute façon, ça arrivera avant la fin de la loi de finances, puisqu'un amendement gouvernemental sera déposé pour permettre d'avoir les moyens de le financer. Et les derniers arbitrages techniques sont en train d'être terminés. L'entrepreneuriat jeune, sujet parallèle. Un rapport vient de vous être remis sur la façon de sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat durant leur scolarité. Quel est le principal blocage? Les plafonds de verre, l'autocensure, le fait de ne pas savoir que c'est fait pour soi, alors même qu'on est, vous savez, face au rêve américain, nous on oppose le rêve français qui dit quoi? Il dit que quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ton origine, quelles que soient tes études, tu as en toi l'âme de l'entrepreneur français. Qu'il soit associatif, qu'il soit en forme d'entreprise, qu'il soit en tant que salarié ou à l'intérieur même. Et le premier frein, c'est qu'on n'a pas de culture d'entrepreneuriat dans notre parcours scolaire. Et donc ce que nous proposons, et ce qui m'a été remis, et d'ailleurs j'en reprends une grande partie, un module entrepreneuriat pour les bacs pro. Pour que dès le bac... C'est quoi un module? Un module, c'est une matière, c'est une nouvelle matière qui permet de savoir comment on crée une entreprise, comment on l'accompagne, comment je pose un dossier à la banque. Et dès les plus petits, créer des micro-entreprises, créer des junior assos, pour finalement se rendre compte que oui, chacun a son talent et il peut créer, et donc finalement reprendre le volant de sa vie. Aussi entreprise et monde scolaire et ouvrir la les fenêtres, ouvrir les portes, et d'ailleurs pour la première fois cette semaine. C'est un discours qu'on entend quand même depuis des années. Mais très concrètement, aujourd'hui, il se transforme parce qu'il y a la volonté. Il y a la volonté d'avoir déjà ce grand ministère réuni, jeunesse, éducation nationale, sport. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays. De l'autre côté, pendant 2 jours, on réunit des grands DRH, des grandes entreprises et le monde de l'éducation nationale à Poitiers avec Jean-Michel Blanquer. J'ai fait le tour d'associations qui soutiennent l'entrepreneuriat, la reconnaissance des compétences. Il y a beaucoup de bonne volonté. Oui. Et cette fois-ci, il y a surtout une volonté politique. Et quand il y a une volonté politique, alors on y arrive. Bernard Tapie, c'est un modèle de ce rêve français? Vous savez, il a été tonitruant dans sa vie, mais oui. Pour moi, je trouve que par son engagement, par sa fougue, par la personnalité que c'était, alors il a été un engagé politique, il a été député européen, il a été responsable au plus haut niveau, il a été aussi extrêmement entrepreneur, avec des belles réussites, avec des fracas aussi. Mais dans le fond, il ressemble un petit peu à cette image, moi, que j'aime présenter, de dire à chaque personne son engagement. Il n'y a pas de hiérarchie dans les formes. Pour certains, c'est l'associatif, pour certains, c'est l'entreprise, pour certains, c'est le syndicalisme, pour certains, c'est la politique. Et ce n'est pas un gros mot de s'engager politiquement. Alors même qu'aujourd'hui, tout le monde critique, ce n'est pas un gros mot. C'est s'engager pour le commun. Eh bien, Bernard Tapie, a été de ces figures et de ces visages. Et moi, je garde comme ça une affection pour le parcours, celui qui a cassé tout ce qui pouvait y avoir comme plafond de verre. Vous êtes chargé de la jeunesse. Comment répondre au rapport de la commission Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église catholique, qui a évidemment pendant des décennies touché et abusé de jeunes? Ça fait toujours très mal au ventre. Et en même temps, j'ai d'abord une première pensée, moi, pour ces enfants, pour ces 300 000 personnes, parce que c'est des victimes, parce que c'est eux, parce que c'est des personnes pour qui on a de l'affection normalement. Un responsable religieux, quand c'est quelqu'un pour qui on a un respect particulier. Par contre, je voulais vraiment saluer la qualité du travail de ce rapport. Et je crois que c'est une première. Est-ce que maintenant, le gouvernement doit s'en emparer aussi? Moi, je crois fondamentalement que quand on a 5,5 millions de violences sexuelles dans notre pays, alors même que la maison est le premier endroit, malheureusement, où ont lieu ces violences sexuelles sur les enfants
en particulier, eh bien oui, nous avons commencé dès 2017, on a renforcé, et on est en train de le faire, les contrôles médicaux à 3, 5 ans, 6 ans, 12 ans. On fait passer tous les animateurs sportifs au FIJAS, alors c'est le fichier qui contrôle s'il y a des abus sexuels ou s'il y a eu des condamnations. On a créé avec la ministre des Sports une cellule d'alerte, des kits évidemment de sensibilisation, une adresse mail. Je crois que la parole doit plus que jamais se libérer. Et surtout, j'en profite pour le dire, il y a un numéro, c'est le 119. Il ne faut plus jamais avoir honte. Quand on comprend ce qui se passe, il faut le dire à n'importe quelle personne en qui on a confiance. L'inceste, puisque c'est de ça dont on parle, c'est le prochain scandale massif auquel il va falloir s'attaquer. Vous savez, il y a ce tabou des violences sexuelles, et l'inceste, c'est encore plus dur parce que c'est à l'intérieur de sa famille. Moi, je crois que ce tabou, il n'a plus lieu d'être. Il faut lever cette marmite, parce que c'est d'abord des femmes et des hommes qui sont pour certains détruits en profondeur. Alors même qu'on est un pays des tabous. On a le tabou de la santé mentale, le tabou de l'inceste, le tabou des violences sexuelles. Stop. Ce rapport a été fait d'une méthodologie, et je salue ce rapport par sa qualité, par sa profondeur et par sa méthodologie. Alors oui, aujourd'hui, mais on a commencé, mais hop, il n'y a plus à s'arrêter. La parole doit se libérer, elle doit être accompagnée, et les victimes aussi. Merci Sarah El Haïry.